Madame, Monsieur, bonsoir et Saha Aidkoum. Vous regardez Al24 News et voici les titres de l'actualité. Le monde musulman célèbre Eid al-Fitr. Ce matin, quelques 200 000 Palestiniens se sont rendus à la mosquée Al-Aqsa pour y accomplir la prière de l'Aïd. Nouvelle révélation à propos du logiciel espion israélien Pegasus. Le gouvernement espagnol s'ajoute à la liste des victimes. Dans le dossier russo-ukrainien, après plusieurs tentatives d'évacuation de civils de l'usine d'Azovstal à Mariupol, les premiers groupes ont quitté la zone industrielle. Et puis nous reviendrons également sur les sanctions infligées par la FIFA à l'Algérie dans l'affaire du match barrage face au Cameroun. La Fédération algérienne de football devra s'acquitter d'une amende de 3 000 francs suisses. Le monde musulman célèbre aujourd'hui Eid al-Fitr, jour de fête et de joie pour des millions de musulmans à travers le monde. À cette occasion, on pense notamment au peuple opprimé, à l'instar du peuple sahraoui ou encore du peuple palestinien. Justement, tôt ce matin, ils étaient quelques 200 000 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, à se rendre à la mosquée Al-Aqsa pour accomplir la prière de l'Aïd. Mohamed Abin Aberkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Image impressionnante ce matin à la mosquée d'Al-Aqsa Al-Quds occupée à l'occasion de la prière de l'Aïd al-Fitr. Différents médias ont affirmé la présence de 200 000 fidèles. Comme au mois sacré du Ramadan, les forces de police sionistes ont marqué leur présence et ont été déployées en force à proximité de la vieille ville et de ses ruelles. Même paysage dans la bande de Gaza, où des milliers de fidèles gazaouis se sont rassemblés pour effectuer la prière, même si le colon sioniste tente, comme à son habitude, de restreindre les accès aux lieux saints et tente, à chaque occasion religieuse, d'obstruer l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa. Nous espérons que toutes ces restrictions imposées à notre peuple prendront fin et qu'Al-Aqsa retrouvera son identité arabe, palestinienne et islamique originelle, que l'occupation de notre peuple palestinien prendra fin et qu'un État palestinien indépendant sera établi avec Jérusalem comme capitale. Chaque année qui passe, les Palestiniens rêvent de liberté, rêvent de se libérer du siège et des restrictions qu'ils subissent tout au long de l'année. En ce jour, nous nous réjouissons de notre sécurité et nous espérons que l'année prochaine, nous prierons à Al-Quds et que nous serons réunis avec tous les déplacés de notre peuple dans le monde arabe islamique et dans la diaspora. Le mois sacré du Ramadan n'a pas été de tout repos pour les millions de Palestiniens. De l'esplanade des mosquées en passant par Naplouse ou encore Beit Hanoun, la barbarie sioniste a été la même. Plus de 2 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Ils souffrent de conditions de vie difficiles en raison du blocus sioniste imposé depuis 2007, sous un silence assourdissant de la communauté internationale. Nouvelle révélation à propos du logiciel espion israélien Pegasus. Le gouvernement espagnol s'ajoute à la liste de ses victimes. En 2021, plusieurs hauts responsables, parmi lesquels le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, ou encore la ministre de la Défense, Margarita Robles, ont été ciblés et mis sur écoute. Les détails avec Sofiane Baroudi. L'information tombe tel un coup près. Qualifié de fait d'une extrême gravité par le ministre de la présidence espagnole, l'espionnage du chef du gouvernement et de la ministre de la Défense via l'utilisation de la technologie Pegasus est à présent un fait affirmé. Félix Bolaños assure que ces attaques sont d'origine externe et que le gouvernement espagnol en a la certitude absolue. Cette affaire survient dans un moment de grand rapprochement entre Madrid et Rabat sur fond d'alliance coloniale. Le pacte déloyal scellé sur le dos du peuple du Sahara occidental et de son droit légitime a ouvert une crise diplomatique avec l'Algérie.
qui risque de s'approfondir et de menacer la sécurité énergétique de la nation ibérique. Pour rappel, le scandale Pegasus avait défrayé la chronique. Le président français et d'autres hauts fonctionnaires ont été la cible de cette technologie utilisée par le Royaume du Maroc et produite par la société israélienne NSO. Dans le sillage, des leaders catalans ont accusé le gouvernement Sanchez de les avoir tracés via Pegasus. Plusieurs enquêtes criminelles sont ouvertes dans un bon nombre de pays et des journalistes, des responsables politiques ainsi que des militants des droits humains accusent Rabat d'avoir utilisé ce logiciel comme outil de répression. À ce propos, à l'occasion de Eid al-Fitr, le président de la République arabe sahraoui démocratique et leader du Front Polisario a adressé une missive aux prisonniers politiques sahraouis du groupe Akdimizek, injustement détenus dans les geôles de l'occupation marocaine. Il a pour l'occasion rappelé la détermination inébranlable du peuple du Sahara occidental et de son avant-garde armée à continuer le combat pour disposer de lui-même jusqu'à l'achèvement du processus de décolonisation et le recouvrement de l'indépendance. Et pour de plus amples détails concernant cette affaire d'espionnage, écoutons la ministre de la présidence espagnole, le ministre de la présidence espagnole, Félix Bolaños. Le gouvernement a porté à la connaissance de la justice 2 rapports techniques du Centre national de cryptologie, selon lesquels les téléphones portables du président du gouvernement et du ministre de la Défense ont été infectés par le logiciel Pegasus, qui, comme vous le savez, est un outil qui permet d'accéder au contenu des téléphones portables. Les écoutes illégales de ces téléphones ont été constatées au cours d'une vérification qui est toujours en cours et qui touchera tous les membres du gouvernement. Nous sommes absolument certains qu'il s'agit d'une attaque externe et qu'il s'agit d'une infection externe parce qu'en Espagne, dans une démocratie comme la nôtre, toutes les interventions sont réalisées par des organismes officiels et avec une autorisation judiciaire. Et nous l'évoquions au début de ce journal, le peuple sahraoui, peuple opprimé, est déterminé à poursuivre sa lutte jusqu'au recouvrement de sa souveraineté nationale. Ce sont là les propos du président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, qui affirme que l'occupant marocain poursuit ses exactions et sa politique de répression contre les civils sahraouis depuis la reprise de la lutte armée. Et la question du Sahara occidental ainsi que la lutte de son peuple pour son droit à l'autodétermination au menu des débats du Forum social mondial qui se tient à Mexico. L'événement a été marqué par une manifestation dans les rues de la capitale mexicaine en solidarité avec le peuple sahraoui. Pendant toute une semaine, le dossier sahraoui sera au centre des différentes activités de ce forum à travers différentes conférences, ateliers ou encore expositions. Et nous le disions en titre, en Tunisie, le président Kais Saïed a annoncé l'instauration du dialogue national attendu depuis des mois. Un dialogue duquel seront exclus tous les partis politiques qu'il juge responsables de la crise politico-économique qui secoue le pays. C'était hier dans une allocution à l'occasion de la double célébration de la fête de Eid al-Fitr et de la fête du travail. Sohila Kilal. Le président tunisien Kais Saïed a annoncé la création d'un haut comité chargé de préparer l'instauration d'une nouvelle république, conformément au décret présidentiel relatif aux mesures exceptionnelles. Conformément aux mesures extraordinaires, un comité sera formé dans le but de préparer l'établissement d'une nouvelle république qui terminera son travail en quelques jours, car les questions et les choix sont clairs. Les travaux de cet organe seront soumis au peuple par voie de consultation nationale avant que les recommandations et les propositions formulées ne prennent corps dans un projet soumis à l'approbation populaire dans le délai préétabli du 25 juillet 2022. 2 organes seront formés au sein de cette haute commission, dont un pour le dialogue. Les 4 organisations nationales y seront présentes. Il y aura une phase de formulation de ces demandes dans un projet de loi qui sera ensuite soumis à un référendum le 25 juillet prochain. Le président tunisien a par ailleurs pointé du doigt des partis, sans les citer, de vouloir saboter les institutions de l'État. Il a annoncé d'emblée qu'elles seront écartées du dialogue national prévu prochainement, rappelant qu'il n'y a plus de place à la réconciliation, à la négociation et à la reconnaissance.
On reste dans la région pour évoquer ce message de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. La mission d'appui qui invite à l'occasion de Eid al-Fitr l'ensemble des Libyens à se réunir et à mettre de côté leurs différences pour aller de l'avant et instaurer une paix durable dans le pays. La Libye où les élections présidentielles et parlementaires prévues le 24 décembre dernier ont été reportées, rappelons-le, en raison notamment des divergences entre les institutions officielles libyennes au sujet de la loi électorale et du rôle du pouvoir judiciaire dans le processus électoral. Dans l'actualité également, nouveau report du dialogue national inclusif au Tchad. Initialement prévu pour le 10 mai, la nouvelle date sera décidée après consultation avec les institutions et les acteurs politiques, annonce le ministre tchadien des Affaires étrangères. Selon les autorités tchadiennes, c'est l'État du Qatar qui a demandé à ajourner la rencontre. Un report salué par la société civile et l'opposition. Leïla Gertal. Il s'agit de poser les bases d'un nouveau contrat social après la mort d'Idriss Déby Itno il y a de cela 1 an. Des informations sur ce report circulaient déjà depuis plusieurs jours avant d'être officialisées hier par le ministre des Affaires étrangères tchadien, Cherif Mohamed Zéné. Ce report, salué par ailleurs par les négociateurs, n'a été décidé par le Qatar que pour permettre aux négociations en cours à Doha avec les politico-militaires de déboucher sur un accord réel. La demande du Qatar que soutiennent de nombreux Tchadiens a été rendue publique par un communiqué officiel. L'opposition politique et les mouvements rebelles qui ont longtemps exprimé leur désaccord et leur désapprobation quant aux conditions actuelles du dialogue ont exigé cependant que celle-ci soit révisée, faute de quoi ils ne seront pas de la partie. Et comme le dialogue parrainé par le Qatar ne pourrait se faire sans l'opposition, donc ce report a été accepté par toutes les parties. Sauf qu'aucune date n'a été annoncée pour l'instant d'un rendez-vous éventuel. Le secrétaire général des Nations Unies a entamé une tournée en Afrique de l'Ouest, une région affaiblie ces derniers temps par différents coups d'État. Antonio Guterres a effectué un premier stop à Dakar, au Sénégal, où il a visité le chantier du futur siège de l'ONU, ainsi qu'une usine de fabrication de vaccins en construction par l'Institut Pasteur. Et retour à présent sur la situation économique que vivent certains pays arabes. Si les vertus spirituelles et thérapeutiques du mois sacré du Ramadan ne sont plus à démontrer, il n'en demeure pas moins qu'en matière d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat, de nombreux pays de la région MENA ont vécu ces derniers temps une crise. Le Ramadan 2022 restera dans les annales de l'économie mondiale. Kherdin Batache. Le Ramadan 2022, synonyme de flambée de la mercuriale dans plusieurs régions du monde. Cette année, les jeûneurs ont été plutôt regardants à la dépense vis-à-vis des produits à la consommation. Les consommateurs du monde musulman et autres garderont un souvenir particulier du mois sacré qui vient de s'écouler, vécu sous le signe de l'inflation, la hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat, conséquence directe du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Autant dire une équation insoluble pour les économistes du monde entier. 2 années consécutives de pandémie, un conflit militaire. Il n'aura pas fallu plus pour mettre à mal les bourses des consommateurs durant le mois sacré du jeûne. Et pour cause, l'inflation bat son plein. C'est le cas en Turquie, 60%, au Liban, 208%, et dans une moindre mesure en Égypte, 12%, et au Maghreb, où l'on n'a pas encore atteint les 10%. Dans son rapport sur les perspectives économiques arabes publié le 19 avril dernier, le Fonds monétaire arabe, FMA, alertait un peu tardivement sur une hausse de l'inflation et les augmentations sur les prix des matières premières agricoles. Perturbation de la chaîne d'approvisionnement, restrictions sur les exportations de céréales ou encore explosion des prix du fret maritime, la pitance du Ramadan aura pesé lourd sur le budget des ménages. Hormis les produits alimentaires, la hausse des prix a également touché le secteur de l'habillement, victime de la baisse des importations dans de nombreux pays fêtant la Eid al-Fitr. La frénésie habituelle des achats de nouveaux vêtements n'est qu'un lointain souvenir. Selon le FMA, le taux d'inflation moyen se situera à environ 7,5% en 2022 dans les pays arabes, alors qu'il n'était que de 5,7% en 2021.
Et zoom à présent sur le conflit russo-ukrainien après plusieurs tentatives d'évacuation de civils de l'usine d'Azovstal à Mariupol. Les premiers groupes ont enfin pu quitter la zone industrielle vers des régions sécurisées. Sur le terrain, au 67e jour de l'offensive russe, la situation reste critique, notamment à l'est du pays. On fait le point avec Amin Toutah. Un 68e jour du conflit en Ukraine, marqué par une opération d'évacuation de civils de la zone industrielle d'Azovstal. Selon Moscou, 80 civils sont sortis de l'usine cernée en coordination avec les Nations Unies et les forces russes. La même source a indiqué qu'au cours de ces dernières 24 heures, 159 personnes, dont 29 enfants, se sont déplacées de Mariupol vers le district de Novazovski. Côté ukrainien, Kiev parle d'individus transférés de la zone industrielle vers Zaporijie. Le président Volodymyr Zelensky avait déclaré que 100 personnes sorties seront dirigées vers des communes sous contrôle des forces ukrainiennes. Zelensky a indiqué que son gouvernement travaille actuellement avec des représentants onusiens pour dénouer la situation des personnes retranchées dans l'usine et dans la dernière poche de résistance à Mariupol. Environ 2000 soldats sont à l'intérieur de la zone, ainsi qu'environ 1000 civils qui ont trouvé refuge dans des tunnels souterrains selon Kiev. Sur le front, des bombardements ont eu lieu dans la région de Kharkiv et Donetsk dans l'est de l'Ukraine, une région où Moscou concentre l'essentiel de son opération militaire depuis déjà plusieurs semaines. Sur le plan humanitaire, même si le nombre de réfugiés ukrainiens fuyant le conflit a baissé au fil des jours, le nombre de déplacés internes reste important. Au total, 8 millions de personnes ont quitté leur foyer vers les zones sécurisées. Un chiffre qui s'ajoute aux 5 millions de personnes ayant franchi la frontière depuis le 24 février passé. Et l'armée ukrainienne affirme avoir détruit 2 patrouilles russes près de l'île aux Serpents en mer Noire, devenue symbole de la résistance ukrainienne depuis le début de l'opération militaire le 24 février dernier. Profitant de l'obscurité, des bateaux russes de classe Raptor ont essayé d'explorer la zone autour de l'embouchure du Danube. Sentant le danger, leurs bateaux se sont repliés vers l'île aux serpents, mais ils ont été rattrapés par la carapace des Bayraktar avec les frappes précises. 2 Raptors ont été envoyés vers le groupement de sous-marins du croiseur Moskva. Dans le même temps, un groupe de navires avec des porteurs de missiles de croisière continue d'être déployé dans la partie nord-ouest de la mer Noire. La probabilité de frappe de missiles contre l'Ukraine et la région d'Odessa en particulier reste élevée. Et puis sachez que le retour des diplomates américains à Kiev est espéré d'ici la fin du mois en cours, annonce la chargée d'affaires américaine Kristina Kvien. Les diplomates avaient quitté la capitale ukrainienne en février dernier et quelques jours avant le début de l'offensive russe. Aujourd'hui, c'est la première fois que je retourne en Ukraine, juste pour la journée. Nous espérons continuer à faire des voyages la semaine prochaine et dans les 2 semaines à venir. Et puis, nous espérons vraiment que les conditions nous permettront de retourner à Kiev d'ici la fin du mois. Les conséquences du conflit russo-ukrainien, Moscou a décidé de stopper ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Souvenez-vous, cela fait suite aux nouvelles directives données par le président Vladimir Poutine qui a imposé un paiement en roubles aux nations souhaitant s'approvisionner en gaz russe. Et pour trouver une alternative, les ministres européens en charge de l'énergie se sont réunis aujourd'hui en session extraordinaire pour étudier justement la question d'approvisionnement du vieux continent en gaz naturel, ressource très importante pour la survie de plusieurs capitales occidentales. Ce drame qui a touché la ville de Changsha en Chine, un immeuble de 8 étages, s'est effondré vendredi pour des raisons encore inconnues. Plus d'une cinquantaine de personnes seraient enfouies sous les décombres. Les secours travaillent sans relâche pour tenter de sauver ces vies humaines. L'espoir de trouver des survivants 3 jours après l'effondrement s'amenuise. Le géant Apple au cœur d'une polémique. Il est accusé d'abus de position dominante dans les paiements sans contact. La marque à la pomme bloquerait ses concurrents en imposant l'utilisation de l'Apple Pay aux utilisateurs de ses téléphones portables, ce qui suscite de vives réactions, notamment celle de la Commission européenne.
La conclusion préliminaire à laquelle nous sommes parvenus aujourd'hui concerne les paiements mobiles dans les magasins. En excluant les autres du jeu, Apple a injustement protégé Apple Play de la concurrence. S'il est prouvé, ce comportement équivaudrait à un abus de position dominante, ce qui est illégal selon nos règles. Sport football, le match Algérie-Cameroun qualificatif pour le prochain mondial prévu au Qatar fait encore couler beaucoup d'encre, alors que l'Algérie est toujours dans l'attente d'une réponse quant au recours déposé vis-à-vis de l'arbitrage. Le pays écope d'une amende de 3 000 francs suisses par la FIFA, soit un peu moins de 3 000 €. Salah Faisal. L'Algérie en Coupe du Monde 2022. L'espoir existe toujours. Aucune décision à ce sujet était prise. Les fake news circulent et les rumeurs pénètrent, violette ou orange. Les Algériens seront devant le siège de la FIFA le 4 mai afin de protester contre un arbitrage scandaleux de M. Bakary Gassama, qui a faussé le résultat de 3 ans de travail du numéro 4 mondial, Djemal Belmadi. Les Algériens demandent la justice, rejouer le match avec un arbitre neutre et correct. Dans un communiqué publié lundi sur son site officiel, la FIFA a indiqué que la sanction imposée par sa commission de discipline en application de l'article 16 du code disciplinaire fait référence plus précisément au jet d'objets et de fumigènes. La FIFA a infligé une amende de 3 000 francs suisses à la Fédération algérienne de football pour diverses infractions liées à l'ordre et la sécurité lors de la confrontation du 29 mars dernier contre le Cameroun. Outre la sentence prononcée contre l'Algérie, une cinquantaine de rencontres ont été concernées par des sanctions semblables pour des incidents survenus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Rejouer Algérie-Cameroun. La commission d'arbitrage de la FIFA, seule habilitée à mettre la lumière sur l'impartialité de l'arbitre du match, conformément au règlement de la plus haute instance footballistique mondiale. La FAF s'est appuyée dans son dossier sur la nécessité de revenir aux enregistrements vocaux qui ont eu lieu entre l'arbitre Gassama et les arbitres de l'assistance vidéo VAR. En attendant le verdict, pas de place aux fake news. Et il n'y a pas que l'Algérie qui écope de sanctions, le Sénégal également en a pour son compte. La FIFA inflige à la fédération sénégalaise une amende ainsi qu'un match à huis clos en raison de divers incidents enregistrés lors du match barrage qui a opposé les coéquipiers de Sadio Mané au pharaon d'Égypte, à savoir l'utilisation de lasers ou encore des fumigènes dans les tribunes. Football toujours, Villarreal-Liverpool, c'est l'affiche de la première demi-finale retour de la Ligue des champions d'Europe qui se jouera demain. Le sous-marin jaune parviendra-t-il à renverser les Reds ? Défait de 2-0 à Anfield Road une semaine plus tôt, les Espagnols espèrent s'offrir les Anglais pour s'ouvrir les portes de la finale. Une tâche difficile face aux hommes de Jürgen Klopp qui avait réussi à faire sauter le verrou des Espagnols à l'aller. On ne sait jamais si on rejouera une demi-finale et si on aura une nouvelle opportunité d'aller en finale. On ne sait jamais. On a une équipe exceptionnelle, mais rien n'est acquis. Il faut de la chance à certains moments. Ce genre de choses, alors il faut faire attention et être prêt. Mais on le sera. On sera prêt. On voulait vraiment arriver là où on est maintenant. On veut aller en finale, mais si le Villarreal est meilleur que nous bat et se qualifie, félicitations. Nous devons protéger notre avance, ce qui implique une certaine gestion du jeu. Nous savons que nous ne pouvons pas être stupides là-bas et nous laisser entraîner par la façon dont ils veulent jouer. En même temps, nous allons là-bas avec l'envie de gagner et de nous assurer que nous irons en finale. Une avance de 2-0 est une bonne chose pour nous et nous en sommes heureux. Mais en même temps, c'est une avance dangereuse et nous ne pouvons pas nous reposer. Nous allons là-bas avec l'envie de gagner le match, de marquer des buts, de conclure cette confrontation. Et on termine avec une escale à Bagdad, capitale de l'Irak, à la découverte d'une gigantesque fresque murale créée pour redonner vie à une jungle bétonnée à Mirabedja. Des pots remplis de peinture, une femme perchée sur un échafaudage au milieu d'un carrefour bouillonnant à Bagdad. Cette femme est l'artiste Wijdan El Majed. Elle fait danser son pinceau sur une fresque murale. Une ambiance de sérénité qu'a su créer l'artiste irakienne au milieu de cet espace urbain.
Elle casse les codes en s'appropriant à l'espace autant qu'artiste, mais aussi autant que femme. Je reste tard dans les rues, les gens s'inquiètent car les femmes ne sont pas censées rester dehors aussi tard pour peindre. Les gens disent aussi des choses avec lesquelles j'ai appris à vivre. Au fil du temps, j'ai fini par faire la paix avec eux et ils ont commencé à m'accepter. Ils se sont habitués à voir une femme peindre. Voitures, motos et tuk-tuk ralentis pour observer curieusement la scène atypique. Wajdan El-Majed a fleuri plus d'une quinzaine de fresques dans les dédales de Bagdad. Elle rend hommage à des architectes, poètes, peintres et intellectuels d'Irak et d'ailleurs dans le monde. De Zaha Hadid à Mère Teresa, en passant par Jawad Salim, un des pères de l'art moderne irakien. Avec cette initiative lancée il y a 9 mois par le maire de Bagdad, l'art s'ouvre à tout le monde et à toutes les catégories sociales. La ville est la première victime. Tout problème survenant ailleurs dans le pays se reflète ici. Lorsque le chômage explose, vous verrez des vendeurs de rue. Et lorsque la crise du logement éclate, des bidonvilles apparaissent. L'idée était d'apporter de la beauté à la ville et de déplacer l'art dans les rues afin de se débarrasser de leur couleur grise. La capitale de 9 millions d'habitants veut aujourd'hui oublier ces années de guerre et bâtir sur la mémoire de son patrimoine. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Amel Ameziane Zitouni. Je vous laisse avec la suite de nos programmes.